Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose mon test d'un grand jeu de Sega. Il a été fait par Yu Suzuki, à qui l'on doit d'autres jeux mythiques, comme Hang-On, Spacehire, Outrun, Afterburner, Virtua Racing, Virtua Fighter, Shenmue, pour ne citer que. Je veux parler bien entendu du jeu F355 Challenge. Il s'agit d'un jeu de course automobile en rapport avec le championnat monomarque appelé Ferrari Challenge, qui était disputé de 1995 à 2001 par un seul modèle, la F355. Ce championnat a d'abord commencé avec la Ferrari 348 en 1993, puis c'est la F355 qui a pris la relève. En 2001, la F355 laissait sa place à la Ferrari 360 Modena. La F355 Challenge était directement dérivée du modèle de série routier Berlinetta. Là encore, le moteur était strictement inchangé et les modifications apportées touchaient uniquement le système d'échappement, l'embrayage, les freins, les pneus slick et l'équipement de sécurité obligatoire, comme l'arceau, le harnais de sécurité à 6 points, l'extincteur, le disjoncteur électrique, le crochet de remorquage avant et arrière. Extérieurement, le modèle Challenge était reconnaissable à ses jantes Speedline en magnésium et sa grille Challenge noire en aluminium percé arborant le logo F355 Challenge. À partir de 1998, la F355 Challenge recevait un aileron en carbone. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle apparaît dans le jeu. La F355 sort en 1994. Comme la Ferrari 348 qu'elle remplace, elle est dotée d'un moteur V8 mais porté à 3,5 litres de cylindrée et à 5 soupapes par cylindre. Sa puissance est de 380 chevaux sans aucune suralimentation. Un vrai moteur Atmo. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette Ferrari s'appelle F355. F désigne Ferrari, 35 la cylindrée et le dernier chiffre le nombre de soupapes. Grâce à ses bielles en alliage de titane, jusqu'à présent réservé aux moteurs de F1, son moteur peut atteindre le régime incroyable de 8500 tours minute. L'une des dernières particularités de la F355 est d'avoir une suspension pilotée à commande électronique, comportant deux réglages, normal et sport. On verra plus tard qu'on retrouvera ce réglage dans le jeu. En 1997 sort la 355 F1, une nouvelle version de la F355. Celle-ci est équipée d'un dispositif directement dérivé de la F1 pour la première fois sur une voiture de route. Ce nouveau système comporte des palettes au volant qui actionnent électroniquement la boîte de vitesse. Une belle spécificité qu'on retrouvera aussi sur la borne de Sega. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les F355 Challenge qui couraient en championnat n'en ont pas été équipés et sont restés en boîte manuelle jusqu'à la fin de leur carrière. Voilà donc pour l'explication du nom du jeu et les caractéristiques de cette Ferrari si unique. Une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. La F355 se prononce en réalité F355, ou plus exactement F355 Challenge. Mais je crois que je m'y ferai jamais. Yu Suzuki est attaché à la marque Ferrari. On le sait depuis Outrun, le jeu de course dans lequel le joueur pilotait une Ferrari Testarossa cabriolet. Mais ce n'est pas le seul chez Sega. Yuji Naka et Toshihiro Nagoshi sont également fans de la marque au cheval cabré, de l'aveu même de Yu Suzuki. Mais pourquoi Yu Suzuki a-t-il décidé de faire un jeu sur le championnat monomarque Ferrari Challenge ? Certainement parce qu'il a possédé une F355 et qu'il en est tombé amoureux. Yu Suzuki, à la tête du studio Sega AM2, développe le jeu en totale collaboration avec la marque Ferrari.
En juillet 1999 sort la borne F355 Challenge dans les salles d'arcade. Elle se décline en deux versions, une version Deluxe et une version Twin. Le modèle Deluxe surprend tout le monde par sa taille imposante et ses trois écrans, dont deux sont inclinés à 45 degrés pour une meilleure immersion. Mais ce n'est pas tout. On remarque la présence d'une boîte de vitesse en H à 6 rapports, d'une pédale d'embrayage, mais aussi de palettes au volant. Le joueur aura donc le choix entre une boîte manuelle et semi-automatique. La borne Deluxe tourne grâce à un hardware constitué de 4 cartes Naomi. 3 servent à gérer les 3 écrans et la dernière coordonne le tout. Cette borne a comme particularité d'avoir une imprimante qui peut sortir la télémétrie de votre course à la fin d'une partie. Malheureusement, cette option était souvent absente sur les bornes qu'on trouvait dans les salles d'arcade chez nous. La version Twin est une version épurée. Son hardware est constitué de 2 cartes Naomi. On trouve uniquement une boîte semi-automatique dans cette configuration. Mais comme toute borne Twin, 2 joueurs peuvent s'affronter. Il n'y a pas d'option pour une imprimante. En revanche, il y a un support à droite du volant pour sauvegarder la télémétrie sur un VMU Dreamcast. Ce support n'était disponible qu'au Japon, bien que les bornes US et européennes pouvaient en être équipées. On pouvait s'en apercevoir en trifouillant le BIOS de la borne. Mais pourquoi cette option ? À l'époque, il n'y avait pourtant pas de version Dreamcast de F355 Challenge. Par contre, la version japonaise de Shenmue, un autre jeu de Yu Suzuki, avait un petit programme caché qui se lançait si le VMU contenait la télémétrie d'une course de F355 Challenge. Ce petit programme était aussi trouvable dans le CD-ROM d'un magazine de presse au Japon. Mais en fait, l'intérêt premier d'une sauvegarde sur VMU était de pouvoir transférer ses meilleurs temps sur le classement internet de Sega depuis sa Dreamcast. Les deux versions de la borne étaient linkables entre elles. 4 bornes Twin pouvaient être reliées ensemble et donc 8 joueurs pouvaient s'affronter. A noter qu'une option pour la sauvegarde sur VMU apparaît dans le BIOS de la borne Deluxe, mais je ne sais pas où se trouve la connectique du support. F355 Challenge n'est pas un jeu d'arcade comme les autres. Sega est réputé pour être le maître de l'arcade par sa grande popularité dans les salles d'arcade, mais aussi par la jouabilité de ses jeux, toujours typés arcade et de grande qualité. Et force est de constater que Yu Suzuki rompt le mythe avec ce jeu. En effet, F355 Challenge est une simulation pure et dure. Sega n'est pas précurseur en matière de simulation. On pourrait plutôt octroyer ce titre à la marque Namco, qui avec Final Lab de 1987, suite du célèbre Pole Position, a sorti le premier jeu à la jouabilité simulation. Mais on peut dire que Sega a créé la première vraie simulation au monde, tant celle-ci, nous le verrons, est quasi parfaite. À propos du jeu, Yu Suzuki disait dans une interview « Mon objectif lors de son développement était de créer un simulateur suffisamment bon pour que les conducteurs professionnels puissent l'utiliser. » Le pari de sortir une simulation pour être jouée dans les salles d'arcade est assez osé. En effet, le principe d'un jeu d'arcade a toujours été de proposer une jouabilité immédiate, facile de prise en main. Or, le jeu de Yu Suzuki est tout le contraire. Pour votre première partie, quel que soit votre skill, vous irez droit dans les graviers au premier virage, je vous l'assure. Le jeu ne pardonne aucune erreur. Il vous faudra beaucoup de temps pour arriver à dompter la voiture. Mais une fois passé ce cap, vous prendrez énormément de plaisir. Mais passons au jeu. Après avoir inséré votre monnaie dans la borne, vous tombez sur l'écran du choix des circuits. Il y en a 6 au total.
on trouve Motegi, Suzuka Short, Monza, Zugo, Suzuka et Long Beach. Sur la borne de luxe, le deuxième écran vous demande de choisir entre une boîte auto, semi-automatique ou manuelle. Sur la borne Twin, le mode manuel est évidemment absent. Car comme évoqué précédemment, il n'y a pas de vitesse physique sur la borne. Le dernier écran vous propose un mode training, driving ou race. Ces trois modes sont disponibles dans les deux versions de la borne. Le mode training est comme un tutoriel pour apprendre à conduire tout en suivant la trajectoire idéale. Le mode driving permet de piloter seul sans être guidé. C'est en réalité un mode time attack pour faire son meilleur temps au tour. Enfin, le mode race vous propose de participer à une vraie course avec d'autres pilotes. La partie se lance. Et là, vous découvrez la sonorité unique de la F355. Mais comment pouvait-on atteindre un tel réalisme en 1999 ? Même aujourd'hui, aucune simulation ne fait aussi bien. Comme dans beaucoup de jeux Sega et plus particulièrement ceux de Yu Suzuki, on retrouve une patte graphique unique. Les graphismes sont très colorés et l'animation très fluide. Il n'y a aucune faute de goût. Yu Suzuki n'est pas seulement concepteur de jeux vidéo, il est artiste peintre dans son temps libre, et ça se voit jusque dans son jeu. En effet, il a voulu donner un certain cachet au niveau des décors. Le ciel a 12 différentes nuances qui surviennent aléatoirement au cours d'une partie. Yu Suzuki appelle ce magnifique effet le Magic Wither. Une originalité du jeu est d'avoir accès à 4 assistances de conduite activables ou désactivables à tout moment via 4 boutons sur la borne. La première assistance est le Stability Control. Il s'agit d'un correcteur d'assiette qui sert à améliorer la stabilité de la voiture dans les virages. Yu Suzuki a-t-il voulu reproduire les réglages de suspension normale et sport de la vraie F355 ? Je pense que oui. La deuxième assistance est le Traction Control. Il s'agit d'un anti-patinage qui empêche aux roues motrices arrière de patiner sur le bitume lors d'une forte accélération. Il est à préciser que la F355 n'est pas équipée de ce système dans la réalité. Mais c'est très intéressant de la voir dans le jeu. La troisième assistance est l'ABS. Ce système empêche le blocage des roues lors d'un freinage important. Enfin, la dernière assistance est le Intelligent Brake System. Elle permet un freinage automatique avant les virages, mais n'est utilisable que dans le mode novice en boîte automatique. Elle est idéale pour bien débuter et apprendre les zones de freinage. Important. Sur la borne de luxe, quand vous choisissez la boîte de vitesse manuelle, vous jouez sans aucune assistance. La grande force de ce jeu est d'avoir une physique ultra réaliste. Yu Suzuki n'a pas fait les choses à moitié. Son jeu simule à merveille l'effet du différentiel d'une voiture. On s'en aperçoit dans un virage quand on monte sur un vibreur et qu'une des roues arrière décolle du sol. Le régime moteur augmente brusquement puis redevient normal après que les roues motrices touchent la piste. Mais c'est quoi au juste le différentiel sur une voiture ?
Le différentiel est un mécanisme situé sur l'arbre de transmission d'un véhicule. Il permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes. En effet, dans une courbe, la roue située à l'intérieur doit couvrir une distance moins grande que la roue située à l'extérieur, et donc tourner à une vitesse inférieure. En ligne droite, les deux roues tournent à la même vitesse. Mais ce système a un inconvénient. La faiblesse du différentiel ordinaire réside dans le fait que si une roue du train moteur n'adhère pas, par exemple sur la neige ou dans la boue, l'ensemble de la transmission du couple se fait sur cette roue, et le véhicule n'avance plus correctement, voire plus du tout. Pour résoudre ce problème, certains différentiels sont conçus pour se limiter à partir d'un certain seuil de glissement. Ce sont les différentiels à glissement limité, aussi appelés différentiels autobloquants. Tout ça pour vous dire que F355 Challenge gère non seulement le différentiel autobloquant, mais aussi le taux de blocage de celui-ci. On le verra plus tard dans la version Dreamcast. Par contre, je doute que d'autres jeux connus de cette époque simulaient le différentiel, et encore moins l'autobloquant. En effet, les voitures disponibles dans ces jeux se comportaient plus comme un kart que comme une vraie voiture de course. Et la raison pour laquelle je dis ça est qu'il n'y a pas de différentiel sur un kart. En 2000, le jeu F355 Challenge sort sur console Dreamcast. C'est aussi le studio Sega AM2 de Yu Suzuki qui se charge du portage. La conversion est assez simple, puisque le hardware de la Dreamcast est très proche de la Naomi. La version Dreamcast est donc très fidèle à la version arcade, et plus particulièrement à la version Twin. Parce qu'il aurait été compliqué de reproduire l'affichage sur 3 écrans de la version Deluxe. Le jeu se décline en 3 versions. La version PAL propose un affichage en 60 Hz au démarrage, et c'est déjà un signe qui montre qu'elle n'a pas été bâclée. Le jeu tourne à 60 fps constant comme en arcade. Dans les ajouts de la version Dreamcast, on trouve la possibilité de mettre un affichage en 16 neuvième, un mode championnat, un mode 2 joueurs en écran divisé, un mode Link, un mode Network S, une possibilité de faire des réglages sur la voiture, une possibilité de sauvegarder les courses sur le VMU, une compatibilité avec le câble VGA, et enfin 5 nouveaux circuits qui se débloqueront en gagnant des courses. Le mode Link est très intéressant car il permet de relier 2 Dreamcast entre elles via le VS câble Dreamcast, et donc de jouer contre un adversaire sur 2 écrans différents, comme sur la version arcade Twin. Le mode Network Race permet de faire une course en ligne. Le jeu supporte 12 joueurs maxi pour les qualifications, mais seulement 8 sont qualifiés pour la course. Par contre, vous ne voyez pas vos adversaires. Dès que la course est finie, la retransmission commence et c'est seulement là que vous les voyez. C'est comme si c'était un mode Time Attack online en fait. On n'avait donc pas affaire à un vrai mode online gaming, mais il avait quand même le mérite d'être là. Tout comme la borne Arcade Twin, la Dreamcast pouvait sauvegarder vos meilleurs chronos ainsi que la télémétrie d'une course sur un VMU. On pouvait même comparer la télémétrie avec celle d'un autre joueur en insérant 2 VMU dans le port manette. Comme 90% des jeux Dreamcast, le jeu est compatible avec le câble VGA Dreamcast.
Ainsi, l'affichage est plus net et plus fluide. La résolution passe en 480p, alors qu'avec le câble d'origine de la Dreamcast, la résolution est limitée en 480. Mais encore faut-il avoir un moniteur ou une TV supportant cette connectique. Le jeu est évidemment compatible avec la manette Dreamcast et le vibreur, mais aussi avec le volant Dreamcast. Les gâchettes analogiques de la manette permettent une accélération et un freinage très précis et réaliste. Quant aux boutons, ils servent pour les changements de rapport et les assistances. Le volant lui aussi est incroyablement précis. Comme pour la manette, il a en plus un étalonnage possible de la direction, de la pédale d'accélération et de freinage. Parmi les nouveaux circuits, on trouve Zepang et Fiorano qui font leur première apparition dans un jeu vidéo. L'ouverture du circuit de Zepang est très récente puisqu'elle remonte à 1999. Le circuit de Fiorano est la piste d'essai officielle de la marque Ferrari. Il est utilisé pour tester les Ferrari de course, de tourisme et pour l'entraînement des pilotes. Sega, en accord avec la marque Ferrari, a reproduit pour la première fois le tracé du circuit. C'est aussi la première apparition du circuit ovale de Motegi dans un jeu vidéo. Celui-ci ne date que de 1997. Les trois autres circuits sont le circuit Speedway d'Atlanta, le circuit de Nürburgring et le circuit de Laguna Seca. A noter que pour le circuit de Monza, le tracé est celui qui sera utilisé jusqu'en 1999. À partir de 2000, la première chicane a été modifiée car jugée trop dangereuse. Même chose pour le circuit du Nürburgring qui a vu son tracé changer à partir de 2002. Le jeu dans sa version Dreamcast permettait de faire des réglages sur la voiture. Ceci était simple mais incroyablement efficace. Il y avait même un réglage du différentiel autobloquant. Alors cette version Dreamcast est-elle l'arcade parfaite? J'ai longtemps pensé qu'elle l'était, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même un peu de clipping et de popping dans la version Dreamcast. Mais il faut avouer que c'est pas évident à déceler. C'est vraiment très léger. Il faut avoir l'œil. Après, il semblerait que les textures soient moins fines et les décors un peu moins détaillés qu'en arcade. On peut voir par exemple qu'il y a moins de camping-cars dans le paddock sur le circuit de Long Beach. Mais ça s'arrête là. Vous l'aurez compris, cette version Dreamcast est une vraie réussite en tout point. On a droit à la même jouabilité, au même graphisme, à la même interface. Que peut-on demander de plus ? En 2001 sort F355 Challenge 2 dans les salles d'arcade. Toujours développé par le studio Sega M2, le jeu se décline là aussi en deux versions. Une version Deluxe et une version Twin. Les bornes reprennent exactement le même design, le même hardware et les mêmes caractéristiques que les bornes F355 Challenge. La seule différence se situe au niveau de la décoration. La borne Deluxe est désormais jaune. Quant à la Twin, elle reste de couleur rouge. Le jeu est exactement le même, à ceci près qu'il y a désormais les 5 nouveaux circuits de la version Dreamcast, qui sont Atlanta, Nürburgring, Laguna Seca, Sepang et Fiorano. A noter que ce dernier circuit est caché. Il faut appuyer sur Start à l'écran de sélection des circuits pour le débloquer. Par contre, les circuits Motegi et Suzuka Short sont absents. Mais pourquoi sortir un deuxième opus avec si peu de nouveautés ? Parler de F355 Challenge sans parler du Naso Drift serait une hérésie.
tant ce dernier est devenu légendaire. Mais qu'est-ce que le Nasodrift? C'est une technique de dérapage qui fonctionne à partir d'un glitch du jeu. Elle ne fonctionne qu'en arcade et qu'avec un volant sur Dreamcast. Bien réalisée, elle peut vous faire gagner entre 2 et 7 secondes au tour suivant les circuits. Mais il vous faudra bien comprendre le mécanisme avant d'y arriver et beaucoup de temps d'apprentissage. La technique consiste à mettre la voiture en travers juste avant un virage, puis redresser en donnant rapidement des coups de volant de gauche à droite. Elle permet ainsi plus d'adhérence. Pour vous montrer comment se pratique le Nasodrift, je n'ai pas trouvé mieux que la vidéo du youtubeur ICUK7. Ce glitch a divisé de nombreux joueurs. Certains y voyaient une forme de tricherie, quand d'autres y voyaient du fun et une nouvelle façon de jouer. Ce qui est sûr, c'est que cette technique de pilotage n'est pas du tout réaliste et évidemment pas ce que les développeurs avaient prévu. Et si je ne parle que maintenant du Nasodrift, c'est parce qu'il est impossible à réaliser dans F355 Challenge 2. Il y a fort à croire que la principale raison pour laquelle F355 Challenge 2 soit si vite sorti en arcade était de corriger ce glitch. Le principal souci avec le Nasodrift était qu'on ne savait jamais si les temps disponibles sur le classement internet de Sega étaient faits avec ce glitch. C'est pour cette raison qu'est apparu vers 2002 un classement internet fait par des fans où il y avait 2 catégories de conduite, Nasodrift et Grip. Malheureusement, ce site n'est plus en ligne aujourd'hui. Il existait aussi un classement pour les parties online, en voici une sauvegarde. En 2007, j'avais moi-même conçu avec l'aide d'un internaute un classement internet où on avait la possibilité de télécharger ou transférer des Ghost Cars. Autrement dit, la télémétrie de course pour chaque circuit. D'ailleurs, le site est toujours en ligne. En 2002, après la fin prématurée de la Dreamcast, le jeu F355 Challenge sort sur console PlayStation 2. Le studio TOS Software se charge de convertir la version Dreamcast sur PS2. Le jeu se décline en 3 versions. Sega apporte quelques petites améliorations au jeu. Voici les changements. Une vue supplémentaire de la voiture à la 3e personne a été ajoutée. Elle est en réalité difficilement jouable car trop rapprochée. Il est désormais possible de revoir une course du début jusqu'à la fin en mode replay. On peut aussi la sauvegarder sur carte mémoire. Le jeu est compatible avec le volant GT Force de Logitech, mais celui-ci n'est pas optimisé pour le retour de force, un comble. Ce qui fait que les sensations ne sont pas meilleures que sur Dreamcast. Une galerie comprenant des photos et vidéos exclusives de Ferrari a été ajoutée dans le menu options. Pour la déverrouiller, il faut terminer chaque mode de jeu. Arcade, championnat, challenge du meilleur pilote. Un ajout sympathique même si la résolution des photos et vidéos est très faible. « 16 couleurs supplémentaires de la voiture ont été ajoutées. Il faudra pour cela débloquer la galerie numéro 26. Un mode challenge du meilleur pilote dans lequel vous êtes évalué selon la qualité de votre course
a été ajouté. Plus votre performance est bonne, plus vous gagnez de points. Ces points techniques sont gagnés pour les dépassements, l'utilisation de l'aspiration sur les autres voitures et les dérapages contrôlés. Mais ils sont aussi perdus lorsque vous sortez de piste, que vous heurtez un adversaire ou un mur. Je reconnais que j'ai pas mal joué à ce mode, mais uniquement pour scorer. En revanche, la version PS2 a été amputée de quelques fonctionnalités. Il n'y a plus d'accélération et freinage analogique sur PS2, sauf avec le volant de Logitech. Il n'y a plus la possibilité d'affronter un adversaire sur un autre écran via un câble Link. L'affichage est en 480i sur PS2, tandis qu'il est en 480p sur Dreamcast via le câble VGA. Le son de la F355 est bizarrement moins bien reproduit que sur Dreamcast. Il n'y a plus de mode online. La jouabilité à la manette est moins bonne sur PS2. Il y a une zone morte au stick analogique et pas la possibilité de faire des réglages sur l'étalonnage. Les graphismes sont légèrement inférieurs à la version Dreamcast. Les textures sont moins nettes. Finalement, on ne peut pas dire que le studio TOS Software ait réalisé un bon portage. Cette version PS2 reste techniquement en dessous de la version Dreamcast. Il existe d'autres astuces que le Naso Drift pour améliorer ses temps. La première technique est appelée Casu Shift. Elle permet des passages de vitesse plus rapides que la normale et vous donne donc une meilleure accélération. Elle consiste à réaccélérer immédiatement après que la vitesse soit passée. Cette méthode est intéressante en mode automatique, moins en mode semi-automatique car il existe une technique encore plus rapide. Cette dernière est appelée Hero Shift, aussi appelée Two Up One Down. Elle consiste à monter de vitesse puis redescendre d'une sans lâcher l'accélérateur. Exécutée très rapidement, elle peut vous faire gagner entre 1 et 3 secondes au tour, suivant les circuits. Mais est-ce de la triche? Je ne dirais pas ça, étant donné que les passages de vitesse en Hero Shift se font aussi rapidement qu'en boîte manuelle. Une autre technique consiste à désactiver le Stability Control au départ d'une course. La motricité est ainsi meilleure et cela vous fait gagner quelques dixièmes de seconde. Ces astuces marchent dans toutes les versions du jeu. Les critiques de la presse concernant F355 Challenge ont été bonnes, sans plus. Je ne préfère pas détailler les tests de sites et magazines tant ils ont été à côté de la plaque, pour la plupart. Je vous donne juste le score de Metacritic actuel. Il est de 85% pour la version Dreamcast, ce qui place le jeu à la 156e place des meilleurs jeux de course de tous les temps. Quant au score Metacritic de la version PS2, il est de 70%, ce qui place le jeu à la 864e place du classement. Autant vous dire que c'est bien peu pour un tel jeu. 3 choses principales sont reprochées. Un seul modèle de voiture, la faible impression de vitesse, et la F355 comparée à une savonnette. Comme je l'explique au début, le Ferrari Challenge est un championnat monomarque où les concurrents s'affrontent avec un seul et même modèle de GT. Son atout est que tous les concurrents sont logés à la même enseigne. Aucun n'est avantagé par rapport à un autre, étant donné qu'ils concourent tous avec la même voiture. C'est toujours le meilleur qui gagne, et c'est toute la force de ce championnat. Je trouve que ça donne au contraire une originalité au jeu. C'est plus un atout. L'impression de se traîner est due au fait que nous avons trop longtemps été habitués aux jeux de course arcade. L'impression de vitesse de ces jeux a longtemps été erronée en vérité, car ceux-là ont été pensés pour le fun avant tout. Donc avec une impression de vitesse exagérée. Les performances de la F355 étaient remarquables à l'époque.
Mais elle n'était tout de même pas une supercar. C'était juste une GT de seulement 380 chevaux. Ensuite, il suffit de regarder une retransmission de course en vue cockpit dans la réalité, pour se rendre compte que l'impression de vitesse est peu marquée. Mais tout dépend de la position de la caméra aussi. Plus elle est positionnée à ras le sol, et plus l'impression de vitesse est grande. Plus elle s'en éloigne, et moins l'impression de vitesse se fait sentir. Concernant l'effet savonnette de la F355, je pense que c'est dû à une mauvaise perception que l'on a de la vitesse. En effet, il est vrai que dans la réalité, les voitures de course sont comme scotchées à la route. Ceux qui ont déjà fait des baptêmes de piste ou qui conduisent régulièrement sur circuit vous le diront. Une auto de course a énormément de grippe, à tel point qu'on croit souvent qu'elle est guidée par un rail. Mais il y a tout de même une limite à ça. Si on observe dans le jeu à quelle vitesse la F355 décroche dans un virage, on se rend compte que c'est au-delà de 110 km/h, ce qui correspond complètement à la réalité. Mais comme on est trop habitué à l'impression de vitesse des jeux de course arcade, on se fait vite piéger dans le jeu. Et on freine trop tard, du moins au début. Cette impression de conduire sur des œufs est aussi valable pour toutes les simulations qui ont suivi après. On doit toujours être à la limite de la perte d'adhérence. Il faut repenser notre façon de conduire. En 2000, le pilote de F1 Rubens Barrichello aurait été séduit par la bonne F355 Challenge, à tel point qu'il aurait voulu en acheter une. Sega détiendrait une vidéo de sa course sur le circuit Sepang où il aurait fait un excellent temps sans même connaître le jeu. Le 8 octobre 2003, le pilote de F1 Michael Schumacher s'est rendu à Tokyo à l'occasion du Shell Museum Show. Il a pu tester la borne d'arcade F355 Challenge sur le circuit de Suzuka et donner ses impressions. Sa partie se serait terminée dans le virage du Spoon Curve. Il aurait déclaré qu'il n'était pas doué aux jeux vidéo et qu'il se faisait souvent battre par son fils. Contrairement à Rubens Barrichello, Michael Schumacher n'est pas connu pour être féru de jeux de course. En 2007, après avoir fait quelques baptêmes de piste sur différentes Ferrari, je me payais un stage de pilotage sur F355 Berlinetta et F355 Challenge. J'avais simplement envie de conduire ces modèles qui me faisaient tant rêver depuis de nombreuses années. Et puis je voulais me rendre compte du comportement de la F355 Challenge avant que celle-ci ne parte à la retraite. Et voir si le jeu était aussi réaliste. Finalement, je n'ai pas pu trop me faire une idée à cause des consignes de sécurité du moniteur et de la piste balisée. Par contre, j'ai pu faire de grandes accélérations à fond de troisième. Le rugissement du V8 jusqu'à la zone rouge ainsi que les passages de rapport sur la mythique grille métallique vous donnent clairement des frissons. Le plaisir de conduite dans cette Ferrari fut au-delà de mes espérances. J'ai trouvé cette F355 absolument parfaite. Vous l'aurez compris, F355 Challenge est une simulation très pointue qui ne se laisse pas apprivoiser par n'importe qui. Mais pour peu qu'on s'y investisse réellement, la récompense est au rendez-vous. On peut dire qu'il y a un avant et un après F355 Challenge, tant les simulations sur PC sont devenues nombreuses par la suite. Avec ce chef-d'œuvre signé Yu Suzuki, Sega nous prouvait une fois de plus qu'il était le maître des jeux de course. F355 Challenge est mon meilleur jeu de course et mon meilleur jeu de tous les temps.
Atari F355 Challenge 2. Game over. Now saving data. Do not pull visual memory. Data save complete.